Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une imitatrice de talent qui pendant 28 ans fut la voix féminine des Guignols. Elle a également plusieurs spectacles à son actif, le tout dernier étant programmé pour avril. On croise évidemment les doigts. Sandrine Alexis est notre invitée ce soir. Bonsoir Sandrine Alexis. Bonsoir. Alors, je dis que votre spectacle Sandrine Alexis flingue l'actu est programmé pour mi-avril, évidemment avec toutes les guillemets, parenthèses, oui. Points d'exclamation qui vont... On vit au jour le jour, on navigue... Voilà, on voyage en terre inconnue en fait. En tout cas, que vos fans se rassurent, sur le site, votre site Facebook, les infos sont à jour. Donc, oui. Sandrine Alexis flingue l'actu, c'est prévu pour le 16 et 17 avril au Théâtre de la Tour Eiffel. C'est un spectacle 100% féminin, alors que vous imitez très bien des voix masculines. Pourquoi ce choix ? Des voix masculines, j'en ai pas beaucoup. Vous en avez quelques-unes. Mais là, vous avez décidé de les évacuer. Que des femmes. Oui. Bon, c'est quand même la majorité des voix que j'imite sont quand même des voix féminines. Oui, bien sûr. Il y a toujours de nouvelles femmes à imiter. Brigitte Macron, Clara Luciani, Blanche Gardin, Anne Roumanoff. Votre talent n'est pas que de reproduire une voix, parce qu'à la rigueur, ça pourrait être uniquement technique, mais il y a un talent derrière, il faut le souligner. Alors, même si vous êtes aidé dans l'écriture par certains, voilà, il y a plusieurs auteurs, mais il y a quand même, quand on vous voit sur scène, il y a une interprétation. Alors, on le sent un peu qui pointe là derrière vos voix, mais il y a le talent de l'imitation, il y a le talent de la comédienne, il y a quand même un peu de comédie, on est d'accord, et puis il y a le talent de l'écriture. Vous attaquez parce que vous flinguez l'actu, donc il y a aussi cette pointe à Alors serrer. là, c'est un choix de se dire, voilà, on va faire un spectacle avec de l'imitation, un peu dans la veine de Thierry Leluron, avec un spectacle qui serait à la fois de l'humour et de la parodie. Et on va flinguer l'actu. On va parler des masques, on va parler de la pandémie, on va parler des affaires de sexe. Il y a tellement de choses nourries par l'actualité, puisque les Guignols ne sont plus là, et que j'en ai fait partie pendant tellement longtemps, que finalement, à travers l'imitation, je trouvais ça intéressant d'exploiter l'actualité. Avec beaucoup de parodies. Le tourbillon de la pandémie, c'est Jeanne Moreau. Patricia Cass va nous parler du couple Macron. France Gall va nous chanter Griveaux à la place de Diego. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est l'occasion justement d'en parler avec des imitations féminines. Vous parliez de Thierry Leluron. Il y a une pointe, une plume, un esprit, un regard acéré sur l'actualité qui nous manque beaucoup. Vous parliez de la disparition des Guignols. On en a besoin de ça. Moi, je pense qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour aussi éduquer les gens à pouvoir rire des choses. Une éducation à faire par rapport à ça, à apprendre à avoir du recul sur quelque chose qui se passe, quelque chose qui peut être grave, et qu'on laisse un peu de côté la susceptibilité et on essaye de poser un œil différent, permettre à notre cerveau d'avoir une autre analyse qu'une analyse instinctive, dérangeante. Donc, quand on rit de l'actualité, ça fait souvent loupe, c'est-à-dire que ça nous permet de voir le problème posé encore de façon plus large. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir une distance par rapport à ça. Donc, ça nous permet de réfléchir. Et effectivement, il n'y a plus vraiment beaucoup d'émissions, en tout cas... Comme les Guignols, il n'y en a plus du tout. Donc oui, ça manque. Il faut pouvoir aborder l'actualité sous toutes ses facettes. On a vu que l'humour était souvent une bonne arme, en tout cas un bon instrument
pour regarder l'actualité autrement, pour vous parler de pas de côté, d'avoir cette intelligence de recul qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, où on se prend l'actualité en pleine face, et du coup on manque de recul et manque de lucidité peut-être. Et moi je trouve que l'humour, il faut en avoir même au-delà de ce qu'on peut nous montrer à la télévision, de ce qui se passe dans le monde. Il faut en avoir chez soi, il faut en avoir en famille. On peut ne pas se disputer. Une dispute qui est amorcée peut être désamorcée par de l'humour. Et c'est une béquille super importante, en fait, que l'humain ait de l'humour. C'est une sacrée force, hein, en fait. Ceux qui ont de l'humour et qui savent désamorcer justement des situations compliquées. Il faut se nourrir de ça à travers des émissions, à travers des humoristes, à travers aussi son éducation. Il faut que ça s'apprend, l'humour, ça se vit en fait, ça se porte au quotidien. Un enfant qui rit, c'est magique, quoi. Donc quand on fait rire un enfant en lui donnant des petites doses d'humour et beaucoup d'amour, ça fait un être qui va avoir différentes lectures des choses. Et c'est génial d'avoir ça. C'est une force. C'est fou comme ça désamorce. Comme ça fait retomber la pression, l'humour. Quand notamment, vous le disiez très justement, en famille, quand on s'est tourné d'un twist à une situation qui pourrait partir en vrille, qu'on s'est désamorcé. Oui, c'est important. C'est quelque chose que je pratique... Au quotidien ? Au quotidien, j'aime bien ça, ouais. Bon, après, ça ne m'empêche pas, comme tout le monde, des fois, de péter un câble, entre guillemets. Mais si on peut avoir cette béquille, c'est super. On espère que votre spectacle, Sandrine Alexis, Flingue l'actu, sera rapidement sur scène et en tournée, parce que je pense que nous avons tous besoin d'aller prendre ce immense bol d'air qui est un spectacle où on peut rire, se lâcher. Quand en travaillant cette émission, j'ai appris, je ne savais pas, que la première scène que vous avez foulée en 1987, c'était pas pour faire de l'imitation, c'était pour chanter. Ah oui. Parce que comme beaucoup d'imitateurs, je voulais être chanteuse, puisqu'on passe notre enfance à imiter les chanteurs. Puis je l'ai fait. Effectivement, j'étais chanteuse dans un groupe de rock. J'ai commencé par ça. Vous avez même fait un album en 2015. J'ai fait un album, en 2015. Avec mon compagnon qui faisait partie à l'époque du groupe live de Nulle part ailleurs et qui compose super bien. Et du coup, on s'était fait cette parenthèse. Parce que c'est vrai, quand on est imitateur, on se cache derrière les autres et en même temps, pouvoir être soi, c'est bien aussi. Et du coup, comme je suis quand même très chanteuse dans l'âme, que la musique, ça fait partie de ma vie de façon importante, j'ai eu besoin de le faire et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. C'était une prise de risque, quand même. Oui, mais bon, il y avait toujours les guignols à côté qui étaient là, donc, pour assurer le quotidien. Mais même en termes d'image, c'était vous, seule en scène, Sandrine Alexis, et pas Vanessa Paradis ou Jeanne Moreau ou d'autres. Là, pour le coup, c'était... c'était peut-être une prise de risque, mais... C'est surtout une envie. Ça m'a... Vous savez, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de comédiens qui chantent ou de chanteuses qui jouent la comédie. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on commence un peu à mélanger les genres. Oui. Donc, non, ça ne m'a pas fait peur. Ça ne vous a pas fait peur. Quand on revient un petit peu sur la genèse de votre talent d'imitatrice, il y a un homme providentiel, si je puis dire ça comme ça, c'est votre père. C'est le premier qui vous a dit vraiment, ça marche bien, tu nous fais rire, tu vas sortir du cercle familial et tu vas aller t'exprimer sur scène. Moi, j'ai deux pères, en fait. Enfin, j'avais deux pères. J'avais mon père mon père biologique, et le père avec lequel ma mère s'est remariée. Mon père biologique était DJ. Donc la musique, l'ADN, il était clown aussi, parce qu'il faisait des cabarets, des dîners-spectacles. Donc ça, je pense que ça vient de lui. Et après, j'ai grandi avec mon beau-père et ma mère, qui était un clown aussi.
Et c'est lui, effectivement, qui m'a présenté un patron de dîner-spectacle à Nice, nous disant, ma fille fait des imitations, vous devriez la recevoir, elle vous montrera les voix qu'elle fait, tout ça. Puis, puis ça l'a intéressée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles à l'époque. Il n'y en a toujours pas beaucoup. Non, on est peu, ouais. Et puis, du coup, ça a démarré comme ça. J'ai travaillé 2 ans dans ce dîner-spectacle à Nice. Et puis après, il y a d'autres hommes confidentiels. C'est étonnant, mais c'est vrai. Il y a des hommes qui ont comme ça... Patrick Sébastien. Puis après, Yves Lecoq. Et puis Yves Lecoq. Tous vous ont mis le pied à l'étrier. Vous avez saisi l'opportunité qu'ils vous proposaient. Oui, ça s'est fait naturellement. Naturellement. Ouais, Patrick Sébastien m'a fait faire Sébastien C'est fou en m'ayant vu à la Madonnette. Et puis dans la même émission de Sébastien C'est fou, j'ai rencontré Yves Lecoq qui avait démarré les Guignols et moi je connaissais pas les Guignols et il cherchait une imitatrice. Et donc, j'ai commencé, et puis ça a duré 28 ans. Quoi. 28 ans, Guignol. 28 ans à improviser tous les jours. Alors avec c'était pas improvisé. C'était les voix, vous aviez très peu de temps pour les travailler. Il y avait certaines voix récurrentes. Oh non, on avait du temps pour les travailler. Par exemple, on nous disait, à la rentrée, tu vas faire Marine Le Pen, on prépare la marionnette. Donc, tu as tout l'été pour bosser Marine Le Pen. Je me rappelle avoir bossé Marine Le Pen sur la plage avec des écouteurs. Alors, ils étaient tous là en train d'écouter de la musique. Et moi, j'écoutais Marine Le Pen, n'est-ce pas? Alors bon, c'était quand même un exercice particulier. C'était un peu compliqué, un peu pénible. Vous avez passé un été particulier. Ouais. Mais 28 ans de Guignol, comment est-ce qu'on sort de ça? C'est quasi un deuil. Ouais, c'est un deuil. Ouais, oui, surtout de la manière assez brutale de l'arrêt de cette émission, inattendue aussi. C'était un deuil parce que les Guignols, c'était 300 personnes. C'était une équipe soudée qui se voyait tous les jours. Et c'était des marionnettes qui étaient un peu comme des poupées, quoi, des doudous. C'était pas les imitateurs, les stars, c'était les marionnettes. Donc, tout le monde était aux petits soins pour ces marionnettes. Et puis, c'était un programme qui a tellement eu de succès qui reste dans la mémoire collective. Et donc, ça s'arrête du jour au lendemain. Enfin, on sent bien que ça va plus, quoi. Et puis boum, ça s'arrête. Et puis là où on allait tous les jours, pendant autant d'années, d'un coup, on n'y va plus. Et je pense que c'est aussi le cas de plein de gens qui sont attachés à leur entreprise, à leur amitié avec leurs collègues, etc. Et puis d'un coup, ça s'arrête. Donc, psychologiquement, on est tous pareils dans ce cas de figure-là. On est déstabilisé, on n'est pas bien, on est en souffrance. Bon, il y a des souffrances plus graves que ça, mais n'empêche que celle-là nous atteint quand même et il faut un moment pour se remettre un peu à flot et se dire maintenant je vais dans quelle direction et puis après c'est une histoire de choix. Et vous avez choisi la scène? Mais moi, je faisais déjà de la scène, donc je me suis dit... Mais là, vous avez tout le temps pour la faire. Oui, voilà, je me suis dit, ou je remonte sur scène, ou alors, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je vais tomber dans l'oubli, et alors que, je me suis dit, non, je suis artiste dans l'âme depuis que je suis une petite fille, donc les Guignols s'arrêtent, il me reste la scène, donc je vais remonter un spectacle. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Là, ça continue d'avancer. Bon, alors, on croise les doigts pour le prochain spectacle, Sandrine Alexis flingue l'actu. Je rappelle que sur votre site Facebook, il y a toute l'actualité. Ouais. On saura s'il a lieu à la mi-avril au théâtre de la Tour Eiffel. Ouais. En tout cas, on croise les doigts. Merci. Ouais. On arrive à la fin de la première partie de cette émission. Voilà. D'accord. Donc, l'exercice suivant, c'est vous, seul, devant des mots que nous avons choisis pour vous, auxquels on vous demande de réagir. Vous allez voir, c'est rien de très compliqué. À tout de suite. Choucroute. Voilà, par exemple. Tout va bien? Ouais. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est que je vous propose différents mots, à charge pour vous de me dire ce qu'ils vous inspire. Et le premier mot, c'est oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est l'oreille.
C'est l'oreille, c'est de là que ça part. En tout cas, pour un imitateur, ça part de l'oreille. C'est pas qu'une histoire de voix. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est effectivement un travail d'oreille, d'écoute, de mémoire du son, qui fait qu'ensuite on accouche par la voix. Donc oui, ça me fait penser à ça. Et puis c'est bien entendu aussi l'écoute des autres qui sont autour de nous. Se dire est-ce qu'on bascule dans une époque où les gens deviennent égocentriques et n'écoutent plus les autres, ou est-ce qu'on va basculer vers quelque chose de plus solidaire? L'avenir nous le dira. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui qu'on est sur une ligne de crête? Ouais, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est le sentiment que j'ai, ouais. Parce qu'on voit bien que d'un côté, on est sur la prise de conscience écologique, le retour au bio, enfin, aux choses saines, aux villes avec davantage de verdure. Donc on va par là. Et puis d'un autre côté, on est sur les gens se centrent sur eux, il y a plus de violence. Il y a peut-être moins de partage. Enfin, on a l'impression qu'on est, on est dans ces deux mondes, on vit dans ces deux mondes et qu'à un moment donné, il va falloir que ça bascule. Ça peut basculer plus vers l'un ou plus vers l'autre. Donc j'espère que ce sera du bon côté. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écoute beaucoup les autres? Oui, j'écoute beaucoup les autres. Je pense. Oui. Parce que d'abord, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'aime bien analyser, j'aime bien avoir une réflexion sur les choses. Donc ça passe par l'écoute des autres. Et puis je pense que les imitateurs sont des gens qui captons aussi les personnalités, qui captons les énergies, qui captons les sensibilités. Donc professionnellement parlant, j'écoute beaucoup les autres. Et puis, l'autre m'intéresse, en fait, tout simplement. L'autre m'intéresse, en fait, ce que me racontent les gens, ressentir leur bien-être ou leur mal-être, ou essayer d'être là quand il faut. Enfin, c'est assez instinctif, en tout cas chez moi. Mais j'écoute surtout les gens qui ont besoin d'être entendus. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être entendus. Voilà. La voix, c'est un instrument de travail pour vous. J'aimerais savoir ce qu'exprime la voix d'une personne. Est-ce qu'elle révèle quelque chose quand vous croisez des gens, pas uniquement des gens célèbres, hein, mais des gens comme ceux que vous croisez tous les jours? Est-ce qu'elles expriment, ces voix, quelque chose de leur intimité? Alors, dans la vie de tous les jours, les voix qui m'interpellent, en tout cas, c'est des voix marquées, des voix qui ont quelque chose. Je me dis, alors elle, si elle était célèbre, cette femme, ça serait super intéressant de l'imiter parce qu'elle a vraiment des trucs dans la voix qui sont drôles ou qui sont des choses particulières. Mais sinon... oui, on peut trouver qu'une voix douce peut être... je pense pas qu'il y ait forcément de lien entre la voix et ce qu'est la personne. Je pense que quelqu'un qui a une voix douce peut être une vraie garce ou un vrai mufle, et quelqu'un qui a une voix peut-être... qui semble être un peu dérangeante, soit quelqu'un de dérangeant, en fait. Je pense que ça n'a pas de lien. Je pense que ça n'a pas de lien. Je ne pense pas que la voix soit le reflet de l'âme. Est-ce que vous pensez... Est-ce qu'il y a des voix qui vous crispent? Ah oui, sûrement. Ouais.
il y a des voix qui me crispent. Alors là, comme ça, je sais que récemment, la voix de quelqu'un qui me... Ah ben, il y a des voix qui vont pas avec leur physique. Des fois, il y a des voix qui vont pas avec leur physique. Par exemple, je sais pas, je trouve que Iris Mittenard, la Miss Univers, je dis, mais je trouve je trouve qu'elle a pas la voix de son physique. Après, je dis pas qu'elle a une voix moche, hein, mais voilà. Non, mais bon, là, c'est pas une voix qui m'irrite. Je dis ça, mais elle a pas une voix qui m'irrite. Mais je trouve que sa voix va pas avec son physique, et il y a des gens qui n'ont pas des voix qui vont avec leur physique. Mais des voix qui m'irritent, ouais, il y en a, ouais. Mais là, comme ça, sinon vraiment au point de me boucher les oreilles ou d'éteindre ma télé. Il y a des signatures vocales. Moi, je pense à Alain Gillot-Pétré. Ancien présentateur météo, on reconnaissait sa voix en radio. Oui. Il y a des signatures vocales incroyables. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Associé parfois à des manières de parler, à par exemple Christina Cordula. Ah là là, ma chérie, ah là là, c'est pas possible. Comme ma voix, tu peux pas la reconnaître, hein. C'est pas possible. Voilà, ça c'est une signature vocale. Elle est seule à parler de cette manière-là. Tu vois, Vanessa Paradis aussi, c'est une toute petite voix, très fragile, et c'est aussi ce qui fait sa personnalité, ce côté comme ça, qui susurre du bout des lèvres. Il y a, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a des voix qui créent vraiment l'identité de la personne, qui sont reconnaissables sans l'image. Et votre voix, est-ce que vous l'aimez ? En fait, quand je m'enregistre, j'aime pas m'entendre, mais je crois que c'est pareil pour tout le monde en fait. Parce qu'en fait, la voix qu'on entend quand on parle et quand on s'écoute après, c'est pas les mêmes fréquences en fait. Là, on a une résonance dans notre tête, et puis après, on a une résonance avec un recul. Et non, j'ai du mal avec ma voix. Des fois, on me dit, ça dépend des jours. Des fois, on me dit, quand tu parles comme ça, on dirait Christine Bravo, ouais, c'est génial, et machin, côté un peu comme ça. Et puis des fois, on me dit, c'est marrant, on dirait Catherine Deneuve. Quand je suis un peu plus posée, on me dit, c'est marrant, c'est un petit peu la voix de Catherine Deneuve. Bon, c'est quand même très agréable comme compliment. Tout à fait, il y a pire. On va passer au deuxième mot, qui est rire. Ah, le rire, c'est l'exaltation. C'est quand on rit, on a tout gagné. C'est qu'on va bien, quoi. C'est quand on rit, c'est qu'on va bien. Moi, j'aime rire, j'aime beaucoup rire, puisque j'ai en plus un regard amusé sur pas mal de choses. Donc le rire, il est jamais très très loin. Mais il y a des gens qui me font beaucoup rire. Des gens qui me font beaucoup rire. Qui, par exemple ? Moi, j'aime les gens qui me font rire, ce sont les gens qui vont très loin, en fait. François Damiens me fait beaucoup rire. Il me dérange aussi beaucoup, mais il me fait beaucoup rire. Daniel Prévost me fait beaucoup rire. Tous les gens qui vont excessivement loin dans leur humour, je trouve ça très fort et ça me fait marrer. Mais plein de gens, Eli Kakou me faisait beaucoup rire. J'aime rire dans la vie. Voilà, je pourrais pas vivre sans me marrer tous les jours. Et pourtant, je trouve que le rire, ça rejoint aussi beaucoup la tristesse, en fait. C'est l'extrême forcément de la tristesse. Donc je peux très vite passer du rire aux larmes aussi. Voilà, parce que quand on rit, c'est que ça touche une partie de nous qui exulte, et on peut aussi exulter dans l'effet inverse, dans la peine. Donc c'est des sensibilités qui se rejoignent un peu. Beaucoup de rire, beaucoup de larmes. Vous travaillez avec des auteurs. Est-ce que vous avez une part à vous d'écriture ? Oui, bien sûr. Oui. J'aime. Enfin, jusqu'à présent, j'ai toujours beaucoup écrit.
Sur le nouveau spectacle, je propose des choses, mais c'est Régis Maillot qui l'a écrit, donc c'est pas moi. Mais c'est vrai que y a de l'imagination qui est là, et c'est vrai que je propose souvent des choses. Mais j'aime bien écrire en ping-pong, en tout cas. J'aime bien écrire avec quelqu'un. Parce que l'échange fait que on est beaucoup plus performant alors que seul devant sa feuille ou devant son clavier. Ça peut être source d'angoisse aussi, en fait. Alors que quand on communique avec quelqu'un, on trouve facilement les accroches comiques. Quand on est comme vous, imitatrice, et avec cette dimension comique, d'humour, vous jouez aussi avec le public. Ça se voit. C'est-à-dire que si le public ne réagit pas, vous aménagez. Enfin, on imagine très bien que vous ne pouvez être drôle que face à quelqu'un. J'ai pas forcément besoin du regard de l'autre pour être drôle. Il y a des choses qui vont me faire rire toute seule dans la vie. Et puis, voilà, moi aussi, je suis devant ma télé et il y a des choses qui me font marrer. Dans la rue, il y a des choses qui me font rire. Qu'est-ce qui vous fait rire en général? Qu'est-ce qui vous touche? Parce que vous disiez très justement que le rire comme les larmes touche un point particulier de sa sensibilité. L'absurde me fait rire, la dérision, le burlesque me fait rire. Des fois, on est assis comme ça, on mange son sandwich, assis quelque part, et on regarde passer les gens, et il y a plein de choses de drôles. Il y a plein de choses de drôles. Je me rappelle d'un dessin de Sampé qui c'était une dame qui glisse, bien chargée de paquets, comme ça, elle glisse dans la rue, et à côté, il y a un cortège funéraire avec tous les gens tristes, et il voit cette dame tomber, et d'un coup tout le monde rit, ils n'arrivent plus à s'arrêter de rire. Donc ce contraste, il était extrêmement fort. Des choses du quotidien. Enfin, en tout cas, j'ai un œil qui voit pas mal de situations où à chaque fois je me dis, ah, t'as vu, c'est marrant, telle situation, et si on en faisait telle chose. En fait, voilà, j'observe beaucoup les gens autour de moi, beaucoup ce qui se passe, et souvent j'en tire des histoires comiques. Ça m'interpelle, parce qu'en l'occurrence, on est dans la réalité, là. Quand on rit de ce qui se passe autour de nous, on n'est pas dans quelque chose de fabriqué, on est dans la réalité. Et la réalité, elle peut être à la fois ridicule parfois et vraiment drôle, malgré alors que c'est pas quelque chose qui a été décidé pour être drôle. C'est comme ça, et voilà. Donc il faut avoir un petit peu envie d'observer ce qui se passe autour de soi, et voilà. Et puis ça prête à des anecdotes du quotidien. Vous arrivez à rire de vous-même? Ah oui. Moi, je me moque de moi. Hein. Je me moque bien de moi. Ouais, je pense, ouais. Oui, je suis pas juste là marrer de ce qui se passe autour de moi, mais moi, je fais des trucs. Des fois, je me dis, mais quelle conne, mais n'importe quoi, hein, vraiment. Enfin, des fois, voilà, j'ai un regard sur moi, et je me fais rire. Je suis comme tout le monde, en fait. Hein. Ouais, j'aime bien, je me moque de moi, j'aime bien me moquer de moi, j'aime bien me moquer des fois, je dis un truc, et puis je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Non, mais voilà. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas rire de soi? C'est bien de rire de soi, c'est marrant, c'est bien. C'est même la première des choses à faire, sans doute. On va passer au troisième mot, qui est le mot vérité. Ouais, le mot vérité. La vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, c'est bien vrai. Des humoristes aussi, non? Vous trouvez pas? Oui. Bah oui, forcément, puisque un humoriste, il a un point de vue sur quelque chose qui, pour lui, est à défendre. Donc,
c'est sa vérité. C'est pas forcément la vérité de tout le monde, mais c'est la sienne. Donc s'il est en accord avec ça, on peut dire qu'il est dans la vérité, en tout cas dans la sienne. Chez les imitateurs, aussi, quelque part, on met en avant des traits de caractère de personnages qui nous semblent être d'une certaine manière. Et quand les gens rient, c'est qu'on se dit « Ah, là, je suis peut-être dans la vérité ». Puisqu'en fait, ils ont entendu la même chose que moi. La vérité, c'est après, de façon plus générale, la vérité, c'est l'honnêteté, c'est la franchise, c'est tout ce qu'on inculque à nos enfants. Et puis parfois, eux-mêmes, ils se rendent compte que dans leur vie, autour d'eux, les gens ne sont pas comme ça. D'autres enfants ne sont pas forcément comme ça. Alors on leur brosse un espèce de schéma idéal ou de manière d'être pour être un individu le plus respectable possible. Et puis quand les autres ne sont pas comme ça autour, il doit se demander ce qui se passe, le gamin quand même. Donc continuons à essayer d'être des gens avec des valeurs et que ces valeurs soient le plus répandues possible pour qu'on puisse tous communiquer de la même manière, qu'il n'y ait pas trop de fractions entre les gens. Vous évoquiez Thierry Leluron, Daniel Prévost. Ces deux hommes et d'autres ont en commun d'avoir un humour qui transgresse. Ils ont, à leur époque, Daniel Prévost encore, ils disent des choses qu'on n'oserait pas nous dire. C'est ça la force de l'humour aussi, ou des non ? proches qu'on cite souvent. Ou des proches. Qu'on cite souvent, ouais. Ou Coluche. Ou Coluche, enfin il y en a beaucoup, mais oui. L'humour est une arme au sens où elle permet de dire des vérités que nous n'oserions pas dire. Oui, mais l'humour c'est toujours pareil, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je veux dire, la base elle est là, quoi. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On n'a pas tous grandi de la même manière, avec les mêmes repères, je veux dire, les goûts et les couleurs, on a tous des goûts et des couleurs différents. Pour l'humour, c'est pareil. Et il y a une susceptibilité aujourd'hui beaucoup plus forte. On le voit bien. Donc, faut ménager la chèvre et les choux, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. Au Guignol, alors que c'était des marionnettes et qu'on faisait un peu tomber les masques des personnalités politiques, est-ce que c'était juste une visée humoristique ou est-ce qu'il y avait quand même une petite leçon de choses à chaque fois ? Je pense que c'était déjà des gens qui s'amusent, les auteurs des Guignols, puisque là, en l'occurrence, les imitateurs, nous, on n'écrivait pas les textes, il y avait des auteurs. Donc c'était leur vision personnelle. Je pense qu'il y avait une vraie envie de s'amuser, parfois qui basculait dans quelque chose d'un peu burlesque et absurde. Et puis des fois, dans des vérités camouflées. Donc, si cette émission a eu autant de succès, que c'est quelque part les gens s'y sont retrouvés dans cette manière d'interpréter l'actualité qu'offraient les Guignols. Il n'y a pas eu vraiment de gens qui ont été choqués. Il y a des gens qui disaient ah, « T'as vu les Guignols ?» Ouais, parce qu'ils ont balancé. Donc, les gens avaient besoin de ça. Et vous, Sandrine Alexis, oui. qui êtes-vous ? Parce que quand on est imitatrice, quand on écrit des textes et qu'on est humoriste, on se cache un peu derrière le masque, la voix de l'autre et les mots de l'humour. Mais vous, qui êtes-vous ? Je sais pas, hein. Moi j'ai une petite idée. Hein. On espère. Qui je suis. Mais c'est les autres qui ont... C'est ceux qui me voient qui pourraient répondre mieux. Qui je suis
Je me cache derrière les autres, oui, mais je ne fais pas partie des imitateurs qui peuvent pas parler sans imiter quelqu'un. Ça existe. Moi, mon métier me permet de le faire. Donc, quand mon métier c'est fini, je rentre chez moi, je suis Sandrine. Vous ne vous cachez pas? Je me cache pas. De me cacher de quoi, en fait? Je ne sais pas, du regard des autres. On a tout... Si, des fois, ouais, mais je suis... j'aime m'éclater, aller vers les autres, et en même temps, j'aime bien être seule, j'aime bien être tranquille. Donc j'ai besoin des deux. Donc les autres, c'est bien, mais moi, j'aime bien être tranquille aussi. Ça me dérange pas d'être seule. Ça va, je suis pas une angoissée de la solitude. J'aime être seule. Et pourtant, quand vous êtes sur scène, vous n'êtes pas vraiment seule. Est-ce que la scène est pour vous un lieu de vérité ou au contraire, c'est là où vous pouvez jouer de tous ces personnages? Oui, je pense que la scène, c'est plus un endroit où je peux jouer des personnages pendant 1h30. Mais ce n'est pas un lieu de vérité. Hein. La vérité, elle est chez soi. Elle est quand on a quitté tout ça, justement. Oui, c'est un lieu, la scène, c'est une récréation, en fait, où on donne une partie de soi, quand même, parce qu'on est content de retrouver le public et qu'on est dans voilà, je vous montre ce que j'aime faire, je vous montre mes jeux d'enfants. Aujourd'hui, c'est mon métier. Vous riez, ça me touche, ça me fait plaisir. On partage ça ensemble. Et puis voilà, et puis quand c'est gagné, c'est bien. Mais c'est pas là qu'il y a la vérité. Enfin, c'est pas là qu'il y a la vérité. Elle est quand il n'y a plus les paillettes, justement. Elle est chez soi, avec sa famille, avec ses enfants, et là, c'est là que c'est le plus important. En fait, c'est cet amour-là qui est le plus véritable. C'est pas le public qui peut être fidèle et tout ça. Hein. Il y a des gens dans le public qui peut être d'une générosité, des fois on reçoit des lettres, des mails, les gens, ils sont... Franchement, ça booste, quoi. Ce que disent les gens, des fois, ça fait vraiment du bien, quoi. C'est vraiment une déclaration d'amour. On se dit, waouh! Des fois, je me juge mal, aujourd'hui j'ai fait des conneries, etc. Mais cette personne que je ne connais pas, elle me dit tellement de belles choses sur moi. Oh, ça me fait du bien, c'est beau, quoi. Et je ne la connais pas, en fait. Je ne la connais pas vraiment, cette personne. Alors, c'est tellement un cadeau, des fois, de voir le public aussi gentil. C'est top, quoi. C'est top. Mais l'individu que nous sommes, enfin voilà, la personne que je suis en tout cas, estime que l'essentiel et la vérité, c'est juste nous à la maison, quoi. C'est juste nous en famille. C'est là que toute la vérité prend son sens. Là, on joue pas à être quelqu'un d'autre. On est soi, quoi. C'est juste, c'est net. On va passer au 4e mot, qui est le mot providence. La providence. La providence. C'est pas une chanson, ça ? Curieuse quand même qu'il n'y ait pas une chanson qui s'appelle La Providence. Ça pourrait être une chanson de... je sais pas qui. Ça fait un peu titre de chanson... vieille chanson. La Providence. La Providence... allez, on peut pas l'attraper, la Providence. Elle n'est pas palpable, hein, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qu'on va un peu chercher quelque part, mais... Elle peut nous être donnée. Tout à l'heure,
Je parlais d'homme providentiel. Vous avez cité votre père biologique et l'homme qui vous a élevé. Ce sont des hommes qui ont été providentiels. Ils vous ont inculqué des choses. Oui. Ouais, surtout mon deuxième, mon père adoptif qui m'a élevée. Bien sûr. Ils sont arrivés dans ma vie. Voilà, c'est pour ça que je dis mon père biologique aussi, mais voilà, c'était plus bancal avec lui. Mais en tout cas, ils sont arrivés sur mon chemin, quoi. Je veux dire, on vient au monde, on vient au monde, c'est la providence. On a les parents qu'on a. On est guidé par notre famille, par les étapes de la vie et les rencontres, c'est la providence. En fait, la providence, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, en fait. C'est plutôt quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui vient à nous, qu'on ne choisit pas. Donc, mais en tout cas, oui, quand elle amène des gens sur notre chemin ou des situations qui nous enrichissent, tant mieux. C'est bien. Ça fait avancer. À quoi est-ce que vous attribuez votre succès ? Je ne sais pas si j'ai du succès. Hein. Enfin bon, le succès, c'est un mot... je suis une imitatrice. Il y a très peu d'imitatrices en France. J'ai eu la chance de vivre de mon métier d'enfant et de faire de la scène. De là, on a découlé une émission fantastique qui s'appelle Les Guignols de l'info, sur laquelle je me suis retrouvée par chance, par providence. Et j'ai monté des spectacles et je vis de mon métier d'artiste. Je ne suis pas passée à côté de ça. Il y a des gens qui se sentent artistes dans l'âme et puis qui ont choisi une autre voie et puis on les entend dire des fois tiens, on me dit souvent que j'ai du talent, on me dit souvent que j'ai ça, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais pu. Bon, moi j'ai fait, voilà. Et vous pensez que ce n'est pas le succès, ça ? De faire ce qu'on voulait faire depuis si longtemps. Vous pensez que ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le succès ? Si, c'est le succès d'avoir... C'est la récompense. En fait, oui, c'est une façon de voir le succès. Pour moi, le succès, c'est l'ovation, c'est les gens, c'est la réussite. Succès, il y a quelque chose de l'ordre de l'échange avec une masse de monde. Pour moi, le succès, c'est ça. Mais effectivement, vous avez raison. Le succès, c'est aussi mon succès à moi d'avoir réussi, d'être montée à Paris. Et j'ai fait ma voix de provinciale parce que je viens de la province. D'être montée à Paris et puis d'avoir réussi à vivre de ce métier d'artiste. Il y a combien de familles qui disent oui, on a beaucoup entendu ça, c'est pas un métier, saltimbanque, l'artiste, etc. Bon. Donc moi j'en ai fait mon métier, ça a marché. Donc oui, voilà, c'est le succès. Il est lié aussi à, pour moi en tout cas, je crois, à avoir été là au bon moment. Et c'est pas ça la providence ? C'est mon ange gardien, ça. C'est pas possible. Des fois, il y a des corrélations de choses qui sont arrivées assez folles, quoi. C'est assez folle. Et j'ai ça depuis longtemps dans ma vie. Mais je ne me dis pas que c'est grâce à ça, parce que si je me dis que c'est grâce à ça, alors je m'installe là-dessus et puis c'est bon, hein, c'est réglé. Non, je me dis, tiens, il y a des petites étoiles qui s'allument en même temps des fois et elles me font... coup de baguette magique, ting, 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 ouais, parce que c'est ça la providence. Je sais pas.
j'ai été aussi chanceuse. Après, ça demande aussi, c'est aussi le travail que j'ai fourni. C'est bien sûr, c'est aussi tout ça. Hein. Quand les Guignols me demandaient de travailler une voix, je savais jamais si j'allais y arriver. J'étais prise d'angoisse. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Je me disais, fais-toi confiance. C'est toujours le même mécanisme qui se passe finalement. Tu vas y arriver. Tu vas trouver à faire cette voix qui au départ me semblait pas forcément super intéressante. Mais je voulais la voir. Donc voilà. Donc après, c'est aussi un peu le travail qu'on met dedans. Mais c'est vrai que souvent, sur mon parcours, il y a eu des choses qui des axes comme ça qui se sont joints à un moment où si c'était pas là, si c'était un jour avant, c'était pas bon, c'était un jour après, c'était pas bon. Des rencontres. Ça, vous l'attribuez à quoi alors? Je l'attribue à le fait d'être un peu chanceuse, d'avoir de la chance. D'avoir une petite étoile au-dessus de moi, qui m'aide, je pense. Vous êtes née sous une bonne étoile? Pour certaines choses, oui. Je suis née sous une bonne étoile. Je suis protégée. Je pense que je suis protégée. Par qui? Je sais pas, peut-être de personnes de ma famille qui sont parties ou un ange gardien, comme on a soi-disant tous un ange gardien. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus ce côté comme ça, de se sentir aidées que d'autres. Alors, de quoi ça vient? Je ne sais pas, c'est peut-être que le fruit de mon imagination. Mais c'est souvent comme ça que ça arrive, en tout cas. Donc, je commence à me dire, je suis peut-être un peu... peut-être une petite étoile au-dessus, quoi. Quelque chose, qui... Je me dis souvent, quand les Guignols sont arrêtés, je me suis dit, j'ai pas de prod, il n'y a plus de Guignols, faut que je monte un spectacle, alors faut que je me remette en route, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? T'inquiète pas, fournis ce que tu dois fournir. Et à un moment donné, ta bonne étoile, elle va t'aider. À chaque fois, elle m'aide. C'est chouette, hein? Voilà quoi. Merci Sandrine Alexis. Merci. À tout de suite. Oui. Tout va bien? C'était pas trop compliqué d'être seule en scène? Ça va? Non, ça va. C'est une introspection quand même. Oui, c'est un côté un peu psy. Je parle de moi, je vais chercher des choses très très loin et il faut que je donne une réponse claire. Oui, vous avez assez bien répondu. Hein. Honnêtement, vous étiez claire. Bon. Après, d'où ça venait précisément, je ne saurais vous le dire. Et vous voyez que la providence existe. Au départ, vous m'avez dit non, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et puis en fait, toute la réflexion que vous avez menée après, en parlant de votre étoile, votre ange gardien, il y a quand même eu ce sentiment qu'il y a des choses qui ont concordé à un moment donné. Oui. Oui, on met le mot providence là-dessus. Oui. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Ça s'appelle la providence. Quand tout se coordonne bien, quand quelque chose arrive un peu comme par magie. Oui. Une forme de grâce. Après, la grâce, la providence n'empêche pas, et surtout pas le talent et le travail. Oui, enfin bon, voilà. Après, est-ce que c'est c'est le mot providence, je me dis... Elle a une dimension trop spirituelle, trop divine. Ça vous... C'est le cheminement des choses qui a fait ça, et puis un peu de... moi je dis une bonne étoile. Et puis bon, après, c'est vrai que dans mon créneau, on n'est pas beaucoup, quoi. Donc ça ouvre des portes. Ça aide aussi. Oui, mais il y a une explication aussi au fait que vous ne soyez pas beaucoup. C'est pas facile d'être une femme. Enfin, il y a une raison. D'ailleurs, j'en sais rien. Non, non, c'est pas. Et pourquoi? Parce que les femmes n'osent pas. Parce que. Non, il y a bien des comédiennes, il y a bien des chanteuses. Alors pourquoi?
Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est l'imitation, c'est quand même un espèce de truc particulier. Hein. C'est quand même une déformation des cordes vocales. C'est quand même des cordes vocales asymétriques. C'est un espèce de symptôme assez particulier. Donc peut-être que on est peut-être peu à l'avoir, ou d'autres l'ont, et puis... elles n'ont pas le talent et l'envie, l'humour. Non, le talent, quand on est imitateur, on est imitateur. C'est pas une histoire de talent, on l'est ou on l'est pas, en fait. Il n'y a pas 36 solutions. Ou on est imitateur ou on l'est pas. Il n'y a pas de travail derrière l'imitation ? Si, il y a un travail, mais en fait, le mécanisme... il y a un travail quand on décide de travailler un personnage qui ne nous inspire pas. Là, il y a un travail. C'est-à-dire qu'on va l'écouter, on va se faire du bourrage de crâne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on l'entende et qu'on la sente et qu'après, voilà, là, c'est du travail. Mais sur des personnages qu'on a l'habitude d'entendre, parler ou chanter, ils accouchent tout seuls. Normalement, il n'y a pas de travail dessus. C'est le travail, il est là, il est fabriqué. Vous parliez tout à l'heure du fait que le rire et les larmes étaient très proches. Vous êtes sensible, en fait, au monde qui vous entoure. On le sent quand vous parlez de l'importance de la famille ou de ce monde. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde, ça, l'importance de la famille. Sauf que les gens, des fois, s'en rendent pas compte que c'est ça, que c'est là que c'est important. Ils sont tellement... ils le savent inconsciemment, mais ils sont parasités par beaucoup de choses autour d'eux, le travail, la pression, etc., l'image de soi, l'image qu'on donne, ci, là. Vous pourriez aussi, parce que vous êtes sur scène, être aussi parasité par le succès, par les applaudissements, par le besoin d'être aimé par le public, mais non, en fait, on ne sent pas ça chez vous. Mais ça, c'est une chose qui est bien. Mais après, il y a le reste. C'est cloisonné. Il y a la scène, le public, voilà, ce plaisir-là. Et après, je rentre à la maison. Mais non, mais je pense que je pense qu'il faut, à mon niveau, enfin, je veux pas minimiser, je suis pas là à me dire j'ai rien fait de ma vie, c'est pas ça, mais je veux dire, je suis pas Madonna, je suis pas Lady Gaga, je suis pas Alain Delon, je suis pas Catherine Deneuve. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand on accède au niveau de star, on peut être impacté par, j'imagine, par ce que vous soulevez, le succès, qui change les gens, qui les rend différents. On le sait, ça existe. Ça existe, on le sait, ou quand le truc arrive trop vite. Bon, c'est un virus que certains peuvent prendre assez vite. Vous, apparemment, ça n'a pas été le cas après plus de 30 ans de scène. Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi moi, je sais quand même qui je suis un petit peu, quoi. J'aime me retrouver avec moi, toute seule, tranquille. Je m'aime bien, en fait. Et donc, on imagine que vous parlez toute seule. Donc voilà. On espère que vous aurez bientôt l'occasion de parler à nouveau à un public, Sandrine Alexis, et pas uniquement face à votre glace, toute seule chez vous. Dans votre nouveau spectacle, Sandrine Alexis flingue l'actu. Rendez-vous sur le site Facebook. Oui. Pour ceux qui veulent venir vous voir. Ouais. Là, on aura toutes les dernières infos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous dois combien c'est gratuit pour vous. Vraiment. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur KTO-TV.com. À la semaine prochaine.